Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une analyse qui dresse un portrait préoccupant de la République démocratique du Congo. Le constat central, c'est une érosion assez nette de la confiance sociale. Absolument. Et le document cite des marqueurs très clairs, la corruption omniprésente, la priorité donnée aux intérêts personnels, et puis un sens civique qui semble vraiment en difficulté. Et donc, le texte qu'on examine aujourd'hui tente de décortiquer les racines de cette méfiance. C'est bien ça l'objectif. Exactement. On va essayer de comprendre les facteurs complexes identifiés. Et un point de départ, vraiment crucial dans ce texte, c'est comment il aborde la paupérisation. Ah oui. Qu'est-ce qu'il en dit de spécifique? Il ne la présente pas comme une stratégie délibérée, mais plutôt comme une conséquence. Une conséquence presque structurelle, en fait, de décennies de mauvaise gouvernance et de corruption. D'accord. Donc, pas une manipulation directe, mais en résultat systémique. C'est intéressant comme angle. Ça change un peu la lecture, oui. Alors, explorons ça. Cette paupérisation massive, comment le document la relie-t-il concrètement à cette perte de confiance? Il explique que la précarité, qui est vraiment généralisée là-bas, ça touche pas que l'argent, mais aussi l'accès aux services, la sécurité, tout ça, ça enferme les gens dans une logique de survie, purement économique et immédiate. Une logique de survie. Oui, et l'exemple qui est donné, c'est celui de la corruption, parfois vu comme un moyen quasi nécessaire pour compléter des revenus insuffisants. Le texte parle même de trahison des valeurs communes. C'est fort comme mot. Ah oui, trahison. Ça montre bien le dilemme moral, cette tension entre survivre et respecter des principes collectifs. Tout à fait. Et quelles sont les conséquences directes décrites, au-delà de cet aspect moral? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, une sorte d'érosion des valeurs. Le désespoir s'installe, un certain cynisme aussi, surtout quand on voit l'impunité flagrante des élites, quoi. Hmm. Ensuite, ça accentue la faiblesse de l'État. Son incapacité à fournir les services de base, à maintenir l'ordre, ça devient criant. Ce qui, j'imagine, doit encore plus abîmer les relations entre les citoyens eux-mêmes. Exactement. Le document le souligne bien. Le tissu social se fragmente. La méfiance, elle devient horizontale, entre les gens. Ah oui. Oui. La compétition pour des ressources rares, ça pousse au chacun pour soi. La méfiance n'est plus seulement envers l'État, mais aussi entre voisins parfois. D'accord. Mais le texte ne met pas tout sur le dos de la paupérisation, même si c'est central. Comment il articule les autres facteurs comme l'impunité dont vous parliez? Il les voit comme des éléments qui aggravent la situation, des catalyseurs. La culture de l'impunité, par exemple, elle est nourrie par une justice qui fonctionne mal ou pas du tout pour certains. Ça renforce l'idée que les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Et ça tue la confiance, forcément. Évidemment. Et puis, il y a l'héritage historique. Des décennies de régimes autoritaires prédateurs, les conflits, tout ça a laissé des traces profondes, une méfiance quasi instinctive envers l'autorité. Le document mentionne aussi le système éducatif et même les influences extérieures. Oui, plus brièvement, la faillite de l'éducation à transmettre un vrai sens civique, des modèles positifs, c'est un point soulevé. Et pour les influences externes, bon, le texte suggère qu'elles peuvent parfois, disons, entretenir certaines dynamiques de corruption, volontairement ou non. Ça complexifie encore le tableau. Donc, si je résume l'analyse du document, on a une pauvreté structurelle issue de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Cette pauvreté nourrit la méfiance. Et cette méfiance est amplifiée par l'impunité, par un passé difficile et par des failles dans l'éducation. C'est un vrai cercle vicieux. C'est exactement ça. C'est le diagnostic proposé. La paupérisation est comme le moteur principal de cette crise de confiance, mais elle fonctionne dans un système où tous ces facteurs s'alimentent les uns les autres. C'est cette interaction qui est clé. Bon, face à un tableau aussi systémique, aussi sombre, est-ce que le document propose des pistes, des remèdes? Heureusement, oui. Il ne se contente pas du constat. Il insiste vraiment sur le besoin d'une approche globale, sur plusieurs fronts en même temps. C'est-à-dire? Évidemment, il faut une lutte déterminée contre la corruption et renforcer l'état de droit pour que la loi s'applique vraiment à tous. C'est la base. Mais ça ne peut pas être tout. Il faut s'attaquer aux causes profondes, économiques et sociales, j'imagine. Tout à fait. Le texte parle de gouvernance transparente et surtout d'un développement économique qui soit réellement inclusif, qui offre d'autres perspectives que la simple débrouille ou la survie. Et l'éducation? Oui, c'est le dernier pilier mentionné. Un investissement massif dans l'éducation, pas juste technique, mais aussi civique, éthique, pour essayer de reconstruire le contrat social par la base, en quelque sorte. D'accord. Une refondation sur plusieurs piliers. Ça amène une dernière question, une réflexion qui découle de tout ça. Le texte décrit bien cette tension. L'urgence de survivre au quotidien pousse parfois à des actes qui, justement, érodent la confiance. Hmm, Alors,
comment on fait? Comment concilier cette nécessité immédiate de survie avec le besoin vital, mais à long terme, de rebâtir ce civisme, cette confiance mutuelle, sans laquelle aucun développement durable n'est possible? C'est peut-être ça le défi majeur que cette analyse nous laisse à méditer.